Qualche considération à te, Nicolas? Tu as entendu que la politique italienne est en train de travailler, comme en France, sur le plan de relance, sur le plan de résilience, et ce n'est pas très simple avec les municipalités, et tu connais bien, tu as connu bien les municipalités italiennes, donc tu comprends bien les problèmes, les choses que nous avons à faire dans les prochains mois et années. Nicolas, à toi, merci. Merci beaucoup Marco pour l'invitation ce soir. Grazie mille, mi fa molto piacere essere stasera con voi. Évidemment, l'histoire entre la montagne italienne et la montagne française, elle est ancienne, puisque tu l'as rappelé, Marco, et Enrico Borghi, comme Lucien Caveri le savent parfaitement. Elle est ancienne parce que, finalement, depuis la fin des années 80, le début des années 90, nos deux pays travaillent ensemble pour essayer de construire une politique européenne de la montagne. Plus récemment, mais il y a déjà quelques années, effectivement, les amis espagnols, les amis portugais, Paco Boya, bien sûr, comme un des grands chefs de file européens de cette question, nous avons travaillé tous ensemble. C'est important de maintenir, plus que symboliquement, ce travail en commun à l'échelon européen, parce que nous le savons, vous l'avez dit nombreuses fois ce soir, c'est bien sûr à cet échelon-là aussi que nous ferons bouger les lignes dans nos pays et pour nos communes, nos territoires. Donc ça, c'est un petit peu un message d'introduction et de remerciement pour le travail que l'UNCEM porte depuis toujours. Cette dimension européenne, c'est vous qui l'avez constituée avec d'autres, avec Lucien bien sûr, mais aussi avec Mercedes Bresso, que je n'oublie pas, ou avec Louis Dortwalder, aussi dans l'ancien président du Sud-Tyrol. Ce travail aujourd'hui en France, nous, on a essayé de l'impliquer, de le développer. J'en ai déjà parlé avec vous, les amis de l'UNCEM, dans une politique qui à la fois reconnaît les territoires dans le plan de relance. Effectivement, la caution notamment d'action en faveur des petites villes, des gros villages, des centres-bourgs, comme on dit, est très importante. Il y a toute une action pour revitaliser, réapproprier justement ce rôle des villes moyennes et des petits et des villages. C'est un élément important. Et bien sûr, on a mis en place aussi tout un agenda rural dans le cadre de ce plan de relance qui favorise le maintien des services ou aide à réinventer l'économie des territoires ruraux. Il est vrai que le changement politique en France s'est fait aussi il y a quelques mois, quelques années, suite à la crise des Gilets jaunes, dont vous avez forcément entendu parler, et que finalement, cette crise a été un petit peu la fin d'une politique très tournée autour des métropoles, des plus grandes villes françaises, d'une dizaine de grandes villes, Paris bien sûr, mais aussi Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg ou d'autres. Et longtemps, les politiques de territoire, ces 20 dernières années en France, ont été tournées autour des métropoles. Et il a fallu arriver à la crise des Gilets jaunes et puis aussi à la montée de votes plus identitaires, plus rebelles sur différents territoires pour comprendre qu'on était allé sans doute trop loin sur une vision trop urbaine. Donc, le plan de relance a permis d'inverser un petit peu la machine et de relancer un certain nombre de choses dans les territoires ruraux. Et puis, la crise, notamment la crise de la pandémie de la Covid, a poussé, vous savez, l'année dernière, comme en partie en Italie, à fermer les stations de ski. Et donc, nous avons développé un programme qui s'appelle Avenir Montagne, qui est à la fois un programme de relance de l'activité en montagne autour du tourisme, mais aussi un programme de résilience pour aider les communes touristiques de montagne à être plus proches finalement des enjeux de l'adaptation au changement climatique. Donc, ces deux programmes, vous voyez, se complètent bien. Un programme très général qui a vocation à être géré notamment par les préfets. Hein. C'est l'État dans sa version déconcentrée qui gère le programme de relance, France Relance. Et puis, sur le programme Avenir Montagne, on travaille main dans la main avec les régions. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, ces derniers mois, ces dernières années, au niveau français, on a travaillé sur deux sujets. Évidemment, l'investissement, parce qu'il faut donner des moyens aux territoires, aux communes, mais également sur l'ingénierie. Parce qu'en fait, une des difficultés de nos territoires de montagne, de nos territoires ruraux, c'est la capacité des territoires à porter leurs projets, à porter leur destin, à aller récupérer les subventions des régions, des provinces ou de l'État, voire de l'Europe,
Eh bien, si on n'a pas des agents, des administrateurs qui sont en capacité de faire cela, on n'y arrive pas. Et donc, effectivement, on a beaucoup insisté ces derniers mois sur le développement de l'ingénierie dans les territoires pour accompagner avec des experts qui sont missionnés pour travailler avec les communes, pour préparer l'investissement. Ces études ne sont pas simplement un budget de fonctionnement, c'est plutôt au contraire un budget qui prépare l'investissement pour le rendre plus stratégique et pour construire finalement l'autodéveloppement des territoires. En cela, et pour insister justement sur ce lien avec vous, c'est bien aussi une inspiration qui a été longtemps pour nous celle que l'UNCHEM portait. C'est-à-dire que longtemps en France, la politique de la montagne a été une politique de compensation, notamment sur du volet agricole. Et c'est vrai qu'en travaillant avec vous, amis italiens, on s'est rendu compte aussi de l'intérêt de développer une vision plus intégrée à l'échelon local en faveur de la montagne, de travailler plus sur le volet économique, le volet social ou culturel et évidemment la valorisation de nos atouts environnementaux. Donc, vous voyez, il y a des interactions, comme il y en a évidemment par-delà les Alpes. Finalement, je sais que Lucien Caveri est à quelques dizaines de kilomètres de moi, mais ça fait longtemps qu'on travaille tous ensemble et je voulais dire qu'effectivement, c'est un échange. Et puis, je voulais vous dire quelques mots importants, à mon avis, sur la présidence française de l'Union européenne et les échanges que nous avons ces derniers jours avec Joël Giraud, avec les différents commissaires européens, notamment la commissaire à la politique régionale, Madame Elisa Ferreira, ou avec la vice-présidente en charge de la démocratie, de la démographie, Isabelle Dubrovka-Swifka. Et effectivement, on a là finalement quelque chose qu'on a réclamé et qu'on a défendu avec Enrico Borghi, avec toi Marco, avec Paco et avec Lucien depuis des années, c'est-à-dire une vraie reconnaissance de la spécificité des territoires. Et finalement, j'entends aujourd'hui des hauts fonctionnaires de la Commission européenne nous vanter les mérites de l'article 174, de l'article 174 que nous avions réussi à obtenir dans le traité européen. Et c'est vrai que le contexte est plutôt favorable parce que la Commission a mis en avant dans sa programmation actuelle un objectif stratégique numéro 5 qui s'appelle « Rapprocher l'Europe des citoyens » et qui devrait nous permettre sur le terrain de développer des politiques plus intégrées, avec notamment les investissements territoriaux intégrés, les contrats locaux de développement, qui sont finalement très proches de ce que les communautés montagnes étaient dans leur définition initiale. Donc, on sent qu'il y a une opportunité dans les règlements européens. Par contre, comme toujours, ce n'est pas simple à appliquer. Et la discussion entre l'Europe, les États, les régions fait que parfois au niveau local, on a du mal à récupérer les enveloppes budgétaires qui nous aideraient à améliorer la situation. Et donc, la Commission s'en rend compte. Elle se rend compte aussi que malgré les investissements un peu partout, il y a des endroits, des régions qui décrochent. Il y a des régions qui ont des difficultés finalement à effectivement prendre le chemin de l'innovation et de la croissance. Et donc, ces régions sont souvent des territoires de montagne, des territoires ruraux, d'anciens territoires industriels qui effectivement ont du mal à trouver une nouvelle dynamique dans l'Europe. Pardon. Et ce décrochage, notamment en matière d'innovation, génère finalement souvent des crises identitaires, des crises politiques, et que l'Europe a bien conscience. Donc, on sent aujourd'hui, au sein de la Commission européenne, un processus très favorable à nos idées, à nos propositions. Et je pense qu'un travail commun qui irait du Portugal, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, et sans doute avec d'autres amis de l'Est européen, permettrait de nourrir ces discussions auprès de la Commission européenne très favorablement pour préparer les années à venir. Comme je vous le disais, la commissaire en charge de la politique régionale, les hauts fonctionnaires de la DG Régio, la vice-présidente en charge de la démocratie et de la démographie travaillent sur des enjeux qui sont très proches des nôtres, très proches de ce que fait Paco en Espagne, et ils sont vraiment intéressés par toutes ces réflexions. Donc, je crois qu'on a vraiment une opportunité importante dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, pour nourrir l'agenda de politique européen avec les amis europarlementaires, notamment qui sont intervenus tout à l'heure, avec les membres de la commission régie du Parlement européen, avec les membres du comité des régions également, pour justement reconsolider le rôle de l'échelon local
dans les politiques européennes, de leur donner des moyens pour que justement, à l'avenir, on retravaille sur cette politique intégrée, cette subsidiarité à l'échelon local, ce fédéralisme, comme certains d'entre vous le portent fortement, et nous donne le droit à l'expérimentation sur nos territoires. Voilà, je crois très fortement que ces quelques semaines à venir vont être des vraies opportunités, et je pense également que tout le travail sur la conférence sur l'avenir de l'Europe devrait nous aider justement à faire valoir nos engagements politiques, notre vision finalement de la construction européenne, qui est une Europe qui part du territoire. Et puis un dernier mot pour parler de deux sujets très rapidement qui sont importants. D'abord, la SUERA, effectivement, vous avez été plusieurs à mentionner que demain, il y a l'Assemblée générale et le forum, et que la SUERA doit rester ce que nous avons voulu au départ, c'est-à-dire une gouvernance ouverte et qui s'intéresse aussi à la vie et au projet des territoires, au projet des vallées alpines, des communes alpines, et pas simplement au débat entre les États et les régions, pas seulement un débat administratif, mais un vrai débat politique et démocratique. Et puis, je voulais mentionner aussi le nouveau traité du Quirinal, ou le traité du Quirinal tel qu'il a été renouvelé, dans lequel on a réussi à intégrer un certain nombre d'éléments importants pour la frontière alpine, pour la zone transfrontalière des Alpes occidentales. Et donc, on retrouve évidemment nos enjeux de montagne, mais plus globalement, le traité du Quirinal devrait nous aider aussi à travailler entre nous, entre Union nationale des communes et communautés de montagne et différents acteurs locaux de la montagne française. Et puis, Paco va en dire sans doute un mot, nous travaillons exactement de la même façon entre la France et l'Espagne pour, pareil, continuer le partenariat sur le terrain, tous ensemble, puisque Paco a ouvert la voie en faisant ce travail déjà avec le Portugal. Donc, on voit que la chaîne de la solidarité montagnale, la cordée, comme c'est dessiné derrière toi, Marco, eh bien, continue en faveur de la montagne européenne. Merci beaucoup.